Lycée Simone Gbagbo, il est 8h30 quand l'inspecteur général donne le top départ de la 11e édition du concours scientifique comptant pour la direction régionale de l'éducation nationale d'Abidjan-Nord. 1400 élèves sont choisis parmi les meilleurs des différents établissements scolaires secondaires de Yopougon en compétition. Dans les salles, ambiance de sérénité. Pour élèves comme ministère de tutelle, ce concours a une importance capitale. Depuis 2012, le ministère promeut l'excellence. Et il n'y a rien de plus normal que de détecter tous les talents au niveau de nos lycées et collèges, de façon à ce que les meilleurs soient primés. Les compétiteurs du jour seront la fierté de la Côte d'Ivoire de demain. Telle est la conviction des membres de la Société mathématique de Côte d'Ivoire, initiatrice du concours scientifique. Pour Kone Brahima, président de la section Abidjan-Nord et ses collaborateurs, l'enjeu du concours est important. Le concours a donné beaucoup de cadres quand même dans le pays. Depuis 2005, vous voyez, ceux qui étaient en terminale aujourd'hui sont des cadres et beaucoup travaillent dans des sociétés de la place et ils sont dans l'administration publique. La Société mathématique de Côte d'Ivoire est une société savante fondée en 1972 par l'ex-ministre de l'enseignement supérieur, le professeur Saliou Touré. Elle est l'initiatrice du concours scientifique et du concours Miss Mathématiques. Ses objectifs: déceler des talents en mathématiques et physique-chimie afin d'assurer la relève des scientifiques en Côte d'Ivoire. Les accidents liés au travail font chaque jour dans le monde des milliers de morts selon les experts. En Côte d'Ivoire, la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale, note environ 4000 accidents par an. Il s'agit aujourd'hui de multiplier les efforts pour faire baisser ce chiffre. C'est la mission essentielle assignée à la direction de la prévention, de la promotion de la santé et sécurité au travail qui vient d'être créée. À travers cette direction, la CNPS entend sensibiliser les employeurs et travailleurs sur les risques liés au travail par la surveillance de la santé sur le lieu de travail de l'employé. Sa création signe un tournant décisif dans la façon de gérer les risques professionnels au niveau de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Pour porter l'accent sur la prévention, pour pouvoir donc réduire les cas d'accidents du travail et maladies professionnelles. Avec le soutien de ses partenaires, notamment l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé et le BIT, le Bureau international du travail, la CNPS veut investir les entreprises du secteur privé pour les amener à une participation plus active dans la prise en charge des risques professionnels. L'objectif, c'est ne pas qu'il y ait des accidents. C'est de faire en sorte qu'on ait le moins d'accidents possible. Et l'action qui permet d'avoir le moins d'accidents possible, c'est ce qu'on appelle la prévention. La CNPS a profité de l'occasion pour lancer le mois de la prévention. Ce mois sera marqué par la 13e journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail et la 19e journée africaine de la prévention des risques professionnels. Le sol, l'air, les eaux de surface sont contaminés. Les polluants organiques persistants sont à l'origine de cette pollution, ce qui a une conséquence sur la santé des populations. Perturbations hormonales, cancer, infertilité, autant de maux causés par ces substances dangereuses. Les pesticides utilisés dans les plantations sont aussi pointés du doigt. Depuis très longtemps, la majeure partie des produits qui ont été utilisés en agriculture étaient des produits très toxiques. Mais de plus en plus, la Côte d'Ivoire fait la promotion de nouveaux produits qui sont moins toxiques, qu'on appelle couramment des produits bio, qui doivent être utilisés pour pouvoir réduire l'impact des produits polluants sur notre santé. Pour préserver la santé des populations et réduire, voire éliminer ces polluants organiques, un atelier s'est tenu en vue de valider les rapports des inventaires. Les dioxines et furanes sont des polluants organiques persistants. En fait, ce sont des substances chimiques qui sont produites de façon non intentionnelle, contrairement aux pesticides qui ont été créés pour lutter contre les vecteurs. Avant 2005, la Côte d'Ivoire, ou bien généralement les pays, utilisaient de l'essence avec du plomb. Avec cette essence-là, les facteurs d'émission de dioxine de furane étaient élevés. Mais depuis 2005, avec l'essence sans plomb,
l'émission de dioxyde de furane est vraiment réduite. La Côte d'Ivoire ne dispose pas de ressources techniques et financières susceptibles d'éliminer de façon rationnelle et écologique ces substances dangereuses, d'où la nécessité de la validation des résultats des inventaires qui vont faciliter la rédaction du plan national de mise en œuvre révisé. Rodolphe est hospitalisé, mais pour lui, c'est un grand jour. Il peut enfin donner sa moelle osseuse. Depuis 13 ans, il est inscrit sur le fichier des donneurs. Sa motivation, sauver la vie d'un malade quelque part dans le monde. Aujourd'hui, effectivement, c'est un sentiment de fierté, puisque en fait, c'est l'aboutissement d'une attente que j'avais depuis que je m'étais inscrit. Pendant 3 heures, le sang de Rodolphe sera filtré pour en extraire des cellules bien spécifiques, des cellules souches de moelle osseuse, qu'on a fait migrer dans le sang grâce à des médicaments. Un prélèvement en bloc opératoire est parfois nécessaire, une intervention qui reste légère et peu douloureuse. Le docteur Marie gère la base française du don de moelle. Sa mission, trouver des donneurs compatibles pour sauver des enfants ou des adultes atteints de troubles immunitaires ou de graves maladies du sang. Dans le monde, il se fait à peu près 15 000 greffes par an de moelle osseuse. Et ces 15 000 greffes sont possibles justement grâce à cette solidarité internationale. Plus il y aura de donneurs inscrits sur les fichiers de donneurs, plus il y aura de volontaires au don de moelle osseuse et plus on offrira de chances à des patients de bénéficier d'une greffe à partir d'un donneur de ce profil-là. Yann a 26 ans et s'il est en vie aujourd'hui, c'est grâce à un don de ce type. Il y a 2 ans, il est étudiant en médecine quand sa vie bascule. Il découvre qu'il est atteint d'une leucémie. Très vite, Yann a besoin d'une greffe, mais dans sa famille, personne n'est génétiquement compatible. C'est un peu particulier. De la part de mes frères et sœurs, c'était évident qu'ils les aient motivés à m'apporter la possibilité d'une guérison. Maintenant, cette chance m'a été apportée par quelqu'un que je ne connais pas, que je ne rencontrerai jamais, qui ne me rencontrera jamais. Malgré tout, je lui dois la vie. Une vie que Yann compte bien utiliser à sauver les autres. Il prépare activement le concours d'internat en médecine pour pouvoir, à son tour, redonner l'espoir aux malades. Bien qu'ils n'ont pas pris part au vote, les Nigériens vivant en Côte d'Ivoire, plus de 3 millions au total, ont suivi avec intérêt les élections dans leur pays. Beaucoup ont craint que l'après-élection ne vire au chaos. Je suis très fier de mon président Jonathan Goodluck parce que lui-même il a appelé président Buhari pour lui dire que vraiment président Buhari, félicitations, vraiment c'est vous le gagnant et puis voilà, c'est beau, c'est joli à voir. Quand les élections se passent comme ça en Afrique, je pense que nous sommes très fiers d'être africains comme ça. Que l'esprit fair-play du perdant l'ait prévalu. C'est le moment pour le nouveau locataire d'Aso Rock, le palais présidentiel du Nigeria, d'opérer le changement qu'il a annoncé durant sa campagne. Il n'y a pas l'électricité convenable au Nigeria. Donc la première des choses, l'électricité. Mes enfants, là, ils ont fréquenté à partir de ils n'ont pas encore eu de travail. J'ai dépensé, ils ont fait université, ils ont fait tout, mais n'ont pas encore eu de travail. C'est ce que je puis dire, n'a qu'à faire façon qu'il a gagné le pouvoir là. N'a qu'à appeler tous les jeunes là, ils vont avoir travail. Corruption partout et puis il y a problème de Boko Haram aussi. De la peur à l'espoir, la communauté nigérienne en Côte d'Ivoire se réjouit qu'en plus d'être la première puissance économique du continent, leur pays s'illustre également de belles manières sur le plan politique. Ce n'est pas une journée idéale pour prendre la route. Mais à 66 ans, rien de quoi décourager Don Robertson. Il fait partie d'une équipe d'environ 600 retraités du New Jersey qui se portent volontaires pour conduire d'autres gens âgés, incapables de prendre le volant. Pour Don, c'est une façon d'aider les autres et de rester en forme. Conduire est une façon de rester motivé. On ne reste pas immobile, on ne devient pas trop raide. Parce que tant que l'on peut encore bouger et conduire, c'est bon. Aujourd'hui, il accompagne Marie Roberts, 88 ans, qui ne peut plus conduire depuis un accident de la route. Un coup dur pour cette femme qui vit toute seule. Être incapable de conduire a changé ma vie tout entière, chaque aspect de ma vie.
Cela m'embête de devoir demander à d'autres de m'accompagner. Quand je vais chez le médecin ou chez le dentiste ou chez qui que ce soit, je dois prévenir 2 semaines à l'avance car nous manquons de chauffeurs. L'étendue des banlieues pavillonnaires, ici comme dans tant d'autres parties du pays, rend quasi impossible l'accès par les transports publics. Et avec une espérance de vie qui s'allonge, le problème de la mobilité des seniors ne fait que s'aggraver. Quand j'ai commencé ici, la plupart des gens qui nous appelaient avaient 75, 80 ans peut-être. Aujourd'hui, les gens qui nous appellent ont entre 85 et 90 ans. Aujourd'hui, nous aidons 12 personnes qui ont plus de 100 ans et leurs besoins sont beaucoup plus complexes qu'ils ne l'étaient auparavant. Ils sont plus fragiles, ils ont plus de problèmes de mobilité. Selon l'association automobile américaine, les seniors sont pourtant parmi les conducteurs les plus prudents. Ils portent plus souvent leur ceinture de sécurité et sont moins susceptibles de prendre le volant après avoir bu. Mais inexorablement, le moment arrive où la conduite devient impossible. Je l'ai vécu avec mon père qui n'aurait pas dû conduire. Il ne voulait pas s'arrêter jusqu'à ce que nous lui prenions les clés. Pardon, mais c'était vraiment difficile. C'est très difficile et je reçois des appels tous les jours de familles qui vivent la même chose. Le problème n'est pas prêt à s'en aller. Chaque jour, 20 000 Américains de la génération Baby Boom franchissent la barre des 65 ans. Des touristes à El Alto, une scène totalement inhabituelle dans cette banlieue de La Paz, la banlieue des pauvres et des indigènes. Si ces visiteurs sont montés jusqu'à 4000 mètres d'altitude, c'est pour assister à ce phénomène. L'apparition de nouveaux édifices de luxe multicolores qu'on appelle ici des cholets, un jeu de mots entre chalet et cholo, cholo désignant de façon péjorative les Boliviens d'origine indigène. De ce qu'on entend en bas à La Paz, on entend que c'est plus ou moins riche en haut, puis on monte en haut, puis on voit les grands signes de richesse, malgré toute la jungle, puis voir les gens qui mendient. On voit des beaux bâtiments comme ça, c'est un peu frappant. Là. Construite par les migrants indigènes et paysans des hauts plateaux andins, El Alto bénéficie de la bonne santé économique actuelle de la Bolivie, dont le PIB par habitant a triplé en 8 ans. Un contexte propice aux nouvelles initiatives, comme celle de Wilfredo. Pour l'instant, nous avons en moyenne un groupe par mois. C'est très peu, mais nous avons réussi à faire naître un intérêt chez les touristes. Nous proposons un circuit intégral. On parle de la cosmovision andine, des luttes sociales, de la religion, de l'accès à l'éducation, du rôle de la femme. Mais ce sont ces immeubles qui ont le plus de succès. C'est ça qui étonne le plus. Avec ses motifs inspirés de la culture des Indiens Aymara, la nouvelle architecture andine connaît en effet un succès fulgurant. Les immeubles à vocation commerciale et d'habitat se négocient pourtant entre 200 000 et 800 000 euros, une véritable fortune dans l'un des pays les plus pauvres d'Amérique du Sud. Comptant plus de 60 édifices à son actif, Freddy Mamani est le principal architecte de ce renouveau. Ses clients, de riches indigènes, revendiquant leurs racines. Économiquement, El Alto va beaucoup mieux depuis l'arrivée de notre président Evo Morales. Bien sûr, il y a toujours eu des Indiens et des races riches, mais ils avaient plutôt tendance à se cacher. Aujourd'hui, nous n'avons plus peur de montrer ce que nous possédons, ce que nous aimons et ce que nous voulons faire. Au pouvoir depuis 2006, Evo Morales a placé les secteurs traditionnellement marginalisés au cœur de sa politique économique et sociale. Le président indigène a ainsi facilité l'émergence d'une nouvelle bourgeoisie issue de la population aymara. Une nouvelle bourgeoisie qui déjà modifie le paysage urbain et change le visage du pays.